On passe maintenant au deuxième speech. Donc, j'accueille Yves Moreau, qui est professeur à l'Université de Louvain et qui va nous parler de la place de l'État et du droit dans la blockchain. D'accord. C'est parfait. Donc, oui, en effet, je viens de près de Bruxelles. Moi, ma spécialité, en fait, c'est le big data, c'est l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à explorer la blockchain? C'est en fait les transformations massives de notre société. Bon, mais moi, je travaille là-dessus tous les jours, ces nouvelles technologies, et on voit bien l'impact gigantesque que ça a. Donc, j'ai voulu me poser la question, comment imaginer le futur? Et bon, parfois, le mieux, c'est de retourner vers le passé. Et donc, l'analogie ou la métaphore que j'ai voulu utiliser, c'est de dire, nous vivons une immense révolution de l'information. La blockchain en est un exemple, mais plus généralement l'Internet. Et la grande révolution de l'information dans notre histoire, c'est l'invention de l'imprimerie. Alors, c'est un changement de civilisation. C'est le progrès vers la réforme protestante, le début du capitalisme, la Révolution française. C'est un changement radical. Donc, le fait d'avoir inventé l'imprimerie va être le mécanisme qui va permettre à la réforme de naître. C'est une idée qui est vieille. À partir du 7e siècle, les gens se plaignent de la corruption de l'Église. Ce n'était pas nouveau. Mais la possibilité a été réalisée grâce à l'imprimerie. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Les combats ne sont pas les mêmes. Et donc, le centre du pouvoir dans le monde moderne, ce n'est pas la puissance militaire, mais c'est le pouvoir financier. Quelle est la technologie qui va poser question à cette puissance financière? Eh bien, c'est la blockchain ou peut-être le successeur ou le successeur du successeur. La technologie n'est pas figée. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et donc, on est dans une analyse vraiment profonde, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question juste de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie, qu'est-ce qu'on peut programmer, mais quel est l'impact de cette technologie sur notre société. Alors, ce n'est pas une question tout à fait nouvelle que comment notre civilisation est en train de changer et l'organisation de l'État, de la société sous l'impact d'Internet. Ici, c'est le modèle de Lessig, professeur à Harvard, qui dit, ben voilà, le code dans le futur, c'est le droit du futur. Donc le code informatique. Nous sommes régulés par le droit, par les normes, par les marchés et par l'architecture. Donc comment on construit les choses. Et donc le code informatique, c'est une forme d'architecture, c'est une forme d'architecture qui est dans les marchés, et c'est en fait, dans le futur, probablement la nouvelle forme de droit. Et donc les contrats intelligents, etc., sont un très bon exemple de ça. Donc moi j'ai une perspective complémentaire qui est de dire, ben voilà, au début, il y avait les normes. Si on remonte à la préhistoire, ben voilà, qu'est-ce qui nous contrôle notre comportement dans une société? Finalement, le but du droit, c'est les normes. Puis finalement, on en arrive à la religion qui structure les comportements. Donc moi, je prends la perspective du Moyen-Âge, la Renaissance, la Réforme. Et en effet, si on regarde c'est quoi le droit à cette époque-là, eh bien la religion joue essentiellement ce rôle-là. Puis vient le droit comme nous on le connaît, et ce droit-là est lié à notre mode de société capitaliste, à la révolution industrielle. Tout ça est très lié aux formes d'organisation du travail. Et donc, si on se demande comment l'évolution de la société par rapport, par exemple, à cela, eh bien, on peut imaginer que dans le futur, en effet, tout ce qui a été décrit, c'est que ce qui va régler les interactions entre les gens, ce sera du code informatique en grande partie. Alors, les autres choses ne disparaissent pas. La religion ne disparaît pas. Elle n'est peut-être pas très présente en Europe, mais elle est aux États-Unis, elle est toujours très présente. Elle est dans d'autres endroits du monde encore plus. Les normes sont au centre de notre vie aussi. Mais il y a toutes ces couches, et la couche extérieure, en général, est celle qui a peut-être le plus d'importance à l'heure actuelle. Alors, pardon, je reprends une seconde. Donc, la question, c'est un petit peu aussi quelle société après l'État-nation? Parce que finalement, l'État-nation, l'État de droit, c'est lié à un mode d'organisation qui est industriel. Donc, en fait, quand on voit le malaise que les gens vivent aujourd'hui, c'est un malaise, en fait, que ces structures, finalement, ne sont plus adaptées au monde qui est en train d'émerger. Donc,
ce qu'on peut imaginer, c'est que des technologies comme la blockchain ou successeurs seront en fait le squelette qui organise la société de demain. Et juste parce que je n'ai pas le temps d'aller en détail, mais on peut imaginer mettre des choses ensemble. Par exemple, la Suisse a créé une initiative, un référendum, il y aura un référendum, c'est une initiative de monnaie pleine, c'est-à-dire le fait que les banques n'auront plus le droit de créer l'argent, seule la banque centrale. Mettez ça avec le blockchain et voilà, vous avez une idée intéressante. L'idée, ben voilà, la création de monnaie. Alors, c'est au centre de Bitcoin, mais moi, la perspective, elle n'est pas technologique, elle est vraiment plus sociologique, plus politique, de se dire, ben voilà, une fonction primaire de l'État et des quasi-États, parce que les banques sont en fait les quasi-États, c'est d'organiser cette confiance dans notre société. Peut-être qu'il y a moyen de faire différemment, peut-être qu'il y a moyen de faire mieux. Les discussions autour du revenu de base. Mettez revenu de base et blockchain dans la même phrase et on a des vraiment... Eh oui, est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'on pourrait imaginer des modèles où finalement, il y a de la redistribution? Je ne connaissais pas les zoos, mais voilà, on redistribue des zoos. Eh bien, pourquoi pas? Est-ce que dans l'économie, on redistribuerait le revenu de base comme on redistribue les zoos? Ça pourrait tout à fait s'imaginer. Donc, le rôle de l'État, c'est la confiance. Eh bien, la confiance distribuée peut en partie prendre ce rôle. L'argent, réserve de valeur ou bien réserve de confiance? Finalement, qu'est-ce que la crise a montré? Qu'est-ce que le fait que les injections de quantitative easing, qui n'ont aucun impact sur l'économie, prouvent que l'argent n'est pas une réserve de valeur, mais prouve que l'argent est une réserve de confiance. Et ça, c'est un mot que je voudrais que vous reteniez. Il a été déjà souvent prononcé, mais confiance, c'est vraiment le mot central ici. Alors, pardon. Le rêve... Attendez, le rêve libertarien, pardon. Le libertarianisme, c'est l'idée que on n'a pas vraiment besoin d'État. Si on a besoin d'un petit peu d'État, l'État doit garantir la non-agression. L'État doit faire respecter les contrats privés. Et tout le reste peut s'organiser autour de contrats privés. Ça, c'est le libertarianisme. Alors, quand on pense à Internet, et ça j'aime beaucoup ce qu'on ressent, la vibration qu'on ressent ici, c'est vraiment... Moi, je suis assez vieux pour avoir vécu la naissance du web, et c'est la même chose que je ressens à nouveau. Alors, on a cru que le web, c'était la liberté. Ça, vraiment, je vous assure, si vous êtes plus jeune, croyez-moi, on croyait tous que le web, l'Internet, c'était la liberté. Alors là, on s'est quand même pris quelques claques. Donc, les jardins, les walled gardens, les jardins cadenassés, iTunes, Facebook, avec la tendance mobile, ça s'aggrave de plus en plus. La surveillance de masse, bon, ok, oui, on n'avait pas vraiment pensé à ça, quoi. Hein? On n'a pas perdu toutes les batailles, parce qu'on a gagné la bataille de l'open source. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on a pris des claques, mais il y a quand même des choses qui ont changé, parce que l'open source, on ne pouvait pas imaginer ça avant. Alors, le rêve libertarien, ce serait de dire, avec le blockchain, on peut se passer de l'État. D'accord? Et donc, je suis désolé, normalement, il y avait une animation, mais vous avez vu les deux en partie, mais ça va. Donc, c'est l'idée qu'avec les techniques cryptographiques, on peut se protéger en toutes sortes, et en partie, la blockchain, on peut créer de la confiance. Et en 94, enfin 94, si vous permettez, Bruce Schneier, qui est un grand cryptographe, avait dit on va se protéger avec des algorithmes et plus avec des lois. Et puis, en 2000, il était déjà revenu et il a dit ouais, en fait, non, ça ne va pas vraiment le faire. Le problème, c'est que toute technologie peut essayer de vivre librement à l'intérieur des bits d'un ordinateur, mais dès qu'il y a des effets de bord, dès que vous rentrez dans le monde réel, le système peut être régulé d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense d'abord que le rêve libertarien n'est pas nécessairement souhaitable, il est dur, il peut conduire très fort à la concentration encore plus des richesses que ce qu'on vit déjà. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vrai que le monde libertarien est si bien que ça? Alors chacun a le droit à son opinion. Et puis de toute façon, l'État existe, les quasi-États existent. Il y aura de la violence si nécessaire, de la violence financière, et s'il faut, on enverra la police. Donc être régulé, on sera régulé. Mais cette régulation, c'est un rapport de force entre les éléments dans la société. Et donc, on ne peut empêcher la régulation, mais on peut essayer de la construire d'une façon qui est positive, ou plus ou moins, et en avantage de certains acteurs ou d'autres. Et donc, ce que nous devons faire, c'est construire cet équilibre des forces de façon favorable pour le plus grand nombre. Alors,
toute cette construction, il y a des gens techniques qui vont réellement construire ce code ici. Toute cette construction, c'est un acte politique. Donc ça, c'est Mitch Kapor qui dit « Architecture is politics ». Le design de nos systèmes est un acte profondément politique. Moi, je n'aimais pas ça. Je veux dire, je suis un vrai ingénieur. J'aime construire des modèles mathématiques. J'aime les voir marcher sur des ordinateurs. La politique, ça n'a jamais été mon truc. Mais à un moment, on est bien obligé de reconnaître que le monde que nous faisons possible à travers nos développements informatiques, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ça. Alors, il y a beaucoup de difficultés, de risques et d'opportunités aussi. D'accord ? Donc, ce qui est fantastique dans ces systèmes de blockchain, c'est la capacité d'expérimenter. On peut faire une chaîne ceci, une chaîne cela, on peut essayer différents modèles. On a parlé de Bitcoin, mais il y a aussi Frycoin, il y a aussi Peercoin, il y a plein d'idées. Et donc, l'idée qu'on peut réaliser des contrats sociaux et les proposer au public avec cette idée fantastique que les gens peuvent choisir. Ils peuvent venir vers vous et dire « Ah, mais j'aime ce modèle-là » ou « Je préfère ce modèle-là ». Par contre, il y a un problème de seuil de viralité, c'est-à-dire que on peut expérimenter beaucoup au début, et puis à un moment, si on trouve un modèle qui marche, qui part, à ce moment-là, ce modèle, il est contraint, il ne peut plus changer très facilement. Donc, par exemple, l'email, quand quelqu'un a programmé de s'envoyer des emails à gauche et à droite, il n'a jamais pensé qu'il fallait faire payer pour envoyer des emails, parce qu'on allait créer du spam 20 ans plus tard, quoi. Donc, on doit expérimenter, essayer de tirer autant d'erreurs que possible. À un moment, on trouve la recette qui passe le seuil de viralité, et puis c'est fini, c'est comme ça, c'est pas autrement. La blockchain est différente de TCP/IP parce qu'on peut essayer plein de choses, on peut imaginer d'autres protocoles. TCP/IP était beaucoup plus fixé. Alors, il y a une complexité, personne ne peut dire comment il faut construire un système. Il faut expérimenter, il faut essayer différentes choses et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Un grand problème pour moi, c'est la question de la gouvernance. D'accord ? Le dictateur bienveillant à vie, comme on a chez Linux, ça n'est pas un modèle pour le développement d'une monnaie qui servira une population entière. D'accord ? C'est une question difficile. Comment il faut organiser une gouvernance de quelque chose qu'on veut décentraliser ? Je n'ai pas la réponse. La question aussi de la défense d'un tel modèle. Quand le modèle est petit, tout le monde s'en moque. Mais s'il prend de la place, les États, les quasi-États vont venir intervenir pour essayer de contrôler ce système-là. Donc il faudrait, d'une façon ou d'une autre, que ce système génère finalement de l'argent pour pouvoir aller se défendre. Uber est un très bon exemple. Dans la stratégie d'Uber, il y a le fait d'avoir toute une série d'avocats qui vont aller se battre partout dans le monde. Le fait d'éviter la capture, c'est peut-être le dernier élément. Le fait d'éviter la capture par les grands acteurs, comment peut-on créer ça et s'assurer que ça ne pourra pas être empêché ? Donc, par exemple, dans l'Internet, eh bien, on peut mettre des jardins, créer des grands jardins comme iTunes et forcer ou attirer les utilisateurs vers cela. Alors, en conclusion, il ne faut pas juste essayer d'optimiser le revenu, l'argent. Après, il faut vivre, hein, tout le monde doit vivre. Je crée des startups, il faut vivre. Mais le but, ça doit être l'optimisation de la confiance, l'optimisation des communs et l'optimisation du bien public. Et les programmeurs qui seront là, qui créeront ces objets, ils ont cette possibilité-là de se poser cette question quand ils développent des choses. Et en tant que développeur de technologie, moi c'est l'intelligence artificielle de façon primaire, on a une responsabilité vis-à-vis de la société qu'on peut-être avant on pouvait nier, que maintenant on ne peut plus. Donc si vous développez les choses, je suis désolé, il va falloir faire une certaine forme de politique quand vous programmez sur vos ordinateurs. Merci beaucoup.